Mais qu'est-ce que le GR20? Le GR20 est tout simplement la randonnée considérée par beaucoup comme la plus dure d'Europe. Pour être précis, c'est un chemin de randonnée qui coupe la Corse du nord-ouest au sud-est, en passant par une grande chaîne de montagnes dans le parc naturel régional de la Corse. Il s'étale sur 180 km et 12 km de dénivelé positif. Ce trek légendaire va vous emmener à la découverte d'un paysage d'une incroyable richesse. Qu'il s'agisse de ses lacs luxuriants, ses sommets déchiquetés ou encore ses bois denses qui caractérisent tant cette montagne corse. Sa renommée n'est pas volée. Pourtant, la traversée est rude et le physique autant que le mental sont mis à rude épreuve. C'est pas la plus facile. Ça, c'est la randonnée, les gars! 7 personnes sur 10 qui le commencent ne le finissent pas. Accompagnés d'un ami d'enfance, nous décidons de relever le défi de cette célèbre randonnée sur notre île comme un point de passage obligé. Nous choisissons de le faire en semi-autonomie avec notre tente, une partie de notre nourriture et 18 kilos de sac sur le dos avec la tente. Oui, ça c'était une erreur. S'il vous plaît, ne faites pas la même chose. L'objectif est de faire les 16 étapes en 10 jours et demi, donc de doubler 5 étapes. Bien que passionnés, on était loin de s'imaginer qu'on allait vivre une expérience aussi marquante. Nous partons donc le 11 septembre de Calenzane en direction d'Orto di Piume, avec la fleur au fusil et surtout avec cette excitation liée à ce rêve qui nous est si cher. L'entrée en matière s'effectue par une végétation luxuriante. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette verdure sera de courte durée, surtout dans la partie nord. Nous profitons donc de la dernière vue mer que nous apercevons, car nous la quittons aujourd'hui. Et ce jusqu'à la fin de l'aventure, pour nous enfoncer davantage dans les montagnes corses. Dès le premier plateau atteint, un magnifique panorama s'offre à nous. Nous attaquons ensuite notre première partie technique, où nous alternons marche et escalade. À cette occasion, nous avons affaire à nos premières chaînes et nos premiers gros cailloux. Toujours sous un soleil de plomb, ce qui nous rappelle que l'été n'a pas encore dit son dernier mot. Cette première journée sera la plus rapide, car nous arrivons dès midi dans notre premier refuge d'Orto di Piume, très équipé d'ailleurs, avec cuisine d'été, gîte et des tentes à prêter. Nous sommes sur un bon pic de chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud. On part bien, on est serein. On est arrivé trop tôt. On est arrivé à midi. Voilà. Donc ça fait on est trop fort. C'est notre puissance, je pense. Hein. C'est la puissance. J'ai sous-estimé. Nous nous sentons encore en forme, parés, prêts, comme si nous allions faire qu'une bouchée de ce GR. Comment dire? On a découvert ensuite que cette première étape n'avait en fait qu'une fonction, vous échauffer. Parce que demain, les choses sérieuses allaient commencer. Nous montons alors notre tente, profitons d'une bonne sieste, d'un riche repas, et nous nous endormons rapidement. Car demain, l'échauffement sera fini. Le deuxième jour, nous nous levons avec un formidable lever de soleil et une belle motivation pour affronter les 2 grosses étapes qui nous attendent aujourd'hui. Car, rappelons-le, à cet instant, nos 2 protagonistes croient dur comme fer que ce GR est largement à leur portée. Plus communément appelée les montagnes russes, cette partie est principalement constituée de pierres, de roches et de cailloux. En somme, une ambiance plutôt rocailleuse, qui nous rappelle d'ailleurs nos jeunes années dans le Mordor, avec Frodon
Aragorn et ce truculent Gollum. Nous comprenons que c'est la roche qui allait nous accompagner tout au long de cette partie nord. Nous tombons d'ailleurs sur des parties très techniques qui peuvent se révéler dangereuses si l'on ne reste pas concentré. Notamment cette partie-là, très glissante, surtout lorsque la pluie a rendu la roche humide. Par chance, aujourd'hui, le beau temps est avec nous. Sensation sur le pont suspendu. Sensation agitée. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'eau parce que je l'aurais bien fait un petit coup. Ouais. D'eau, mais on peut pas se baigner. Et là, je pense qu'il y aurait eu une belle cascade. Ouais. On la voit pas. Pas trop le temps du coup, puisqu'on va monter jusqu'à Ascq. Du coup, faut pas traîner. C'est bon, c'est bon. J'espère que je suis là, Alex. Tu tomberas pas. Moi, je te retiens. Oh, c'était filmé en plus. Hein. Tu vas tomber avec toi. Après une montée de 1600 mètres de dénivelé positif et une descente dans la forêt tout aussi exténuante, nous arrivons au refuge de Carwood sur les coups de 17 h cette fois. Et c'est tant mieux, car pour le lendemain, le réveil sonnera à 4 h. Troisième jour, quatrième étape. Let's get ready to rumble. Réveil à 4 h donc et départ 30 minutes après, dans la nuit noire, équipé de lampes frontales. Là, c'est là que ça attaque. Là. Allez, la passerelle. Là, à partir de là, c'est la mort. L'ambiance rocailleuse et rêche de la veille va monter d'un cran sur notre troisième jour, puisqu'aujourd'hui nous nous attaquons à 2 étapes, de Ascq jusqu'à Ciutouludimur, en passant par le refuge de Titieto, et surtout incluant le mont le plus élevé de Corse, le fameux Monte Cinto. Là pour le coup, c'est réellement le Mordor. C'est pas la plus facile. Hein. Voilà. On est en train de monter sur le site. Il fait pas beau. La pluie, un peu de vent. On reste convaincu parce que à 10 h le soleil est censé revenir. On tient le coup. Il fait pas froid donc c'est ça l'avantage. On continue de monter. Là, on a passé la partie la plus escaladante on va dire. Et là maintenant c'est la partie la plus pénible jusqu'en haut. Culminant à plus de 2700 mètres, sa montée est redoutée. D'autant plus qu'une pluie soutenue s'abat sur nous et surtout sur les pierres que nous devons franchir, ce qui rend les roches et les parties d'escalade extrêmement glissantes. Sur la journée, c'est 2000 mètres de dénivelé positif qui sont à gravir. C'est ce jour-là que nous avons compris que le GR20, ça allait pas être de la tarte. Après des heures de montée interminables, nous arrivons enfin au pic. Donc après quelques amandes englouties, enfin
plutôt quelques dizaines pour aimer. Nous ne perdons pas une minute et enchaînons sur la suite. Une suite qui consiste à dévaler des amas d'éboulis. Je cite, ça valait bien la peine de les monter, nous glisse un randonneur chevronné. Il avait pas tort, le bougre. Car cette journée fut très longue, mais elle nous permit de traverser notre première forêt de pin laricho, le pin corse par excellence. Voilà, arrivé au refuge de Mangane. Là, il y a le Pagliaorbo dessus. C'était long et très élevé parce que 1900 mètres de dénivelé, c'était pas évident. Mais là, on a la récompense. Voilà, Rémi il arrive et avec cette vue magnifique. Au matin du quatrième jour, nous nous levons avec un soleil radieux et un début de piste idyllique. C'est la journée la plus longue de notre itinéraire qui nous attend, 27 kilomètres. Mais c'est aussi une des plus belles, de par la diversité des paysages et des animaux qu'on a rencontrés. Voilà, on voit Caporos de loin là. Ah, c'est de la belle plaine verte. Une direction de Mangane, 24 km. Mais c'est roulant donc on devrait pas trop souffrir. On prévoit des orages l'après-midi donc si ça nous bloquera pas. Là pour l'instant c'est super joli. Un silence de ouf. Sur le chemin, nous tombons sur un des plus beaux lacs de Corse, le lac de Nîmes. Malheureusement pour nous, septembre n'est pas le mois préféré du Nîmes, car l'essentiel de son eau s'est asséché et sa verdure n'est plus. Mais l'endroit reste superbe avec ses chevaux et vaches sauvages qui ont l'air de couler une vie douce et apaisée ici. Si on tend bien l'oreille et le cœur, on peut entendre et sentir un vent de liberté sur ce plateau. L'endroit est aussi connu pour ses potes, littéralement puits en langue corse. Ce sont les tourbières entourant le lac. Nous arrivons à Manganuta, mangeons et nous nous replions dans notre tente pour nous livrer à des massages musculaires essentiels. Trophée d'aujourd'hui. Très roulant. On a fait quand même 27 bornes aujourd'hui, donc c'était lourd. On a vu un super lac, lac de Nîmes. On a cru que c'était le bon refuge quand on est arrivé, et en fait il y avait encore 2 km à faire. Ouais. Et c'était très long. On est toujours là. Merci. Toujours la banane. Bisous.
Après le rituel du matin avec le réveil musculaire à base de baume du tigre, nous levons le camp de Mangane en direction de Pietrapiano. Sur le chemin, la majestueuse brèche du Capitelo, surplombant ces deux lacs, le Capitelo et le Melo. C'est le Capitelo Melo. Le Capitelo, c'est le plus petit des lacs, sachez-le. Et le Melo, c'est le plus grand. Et celui-là, c'est le lac de... Hein? Lac de Cailloux. De Voilà. Cailloux, voilà. On sait pas, c'est l'autre côté. C'est pas le nom. C'est de l'autre côté de la Restaunica, mais je sais pas. L'entouré de cailloux, j'aime bien. C'est- C'est assez vrai. C'est caillouteux. Donc on va vers là-bas, direction Pietrapiano. Sur la route, les rencontres font partie intégrante du GR20. Ce qui nous a marqué, c'est la diversité des raisons pour lesquelles les randonneurs s'attaquent à ce gros morceau. On y rencontre aussi beaucoup de personnes seules qui se livrent à un chemin spirituel, un challenge ou autre chose qui leur est propre. Alors on les a pas tous filmés, mais on a une pensée pour Louis, le futur militaire breton qui a défié le GR20 du haut de ses 17 ans, et seul. Laura, pas vieille non plus, elle aussi seule, et probablement plus rapide que nous. Morgane, qui est tombée malade, a cassé ses bâtons et a dû porter le sac d'une amie qui a abandonné sur une grosse étape. Rien que ça. Amandine, qui a aidé Morgane quand il était au plus bas. Et ça, c'est très beau. Les deux Parisiens, qu'on appellera les deux Parisiens, parce que, honte à moi, j'ai oublié leur nom. Mais merci pour leur geste inestimable de don de pâtes à la fin d'une étape très épicée. Et enfin, une pensée tout en admiration pour ces deux vétérinaires qui ont entamé ce GR avec leurs chiens. Bravo les chiens, vous avez fait mieux que la plupart des gens. Ah, c'est le moment. Pietrapiano. Rémi, c'est un petit pas pour l'homme, Mais un grand pas pour... l'humanité. Ça, c'est un beau proverbe. C'est beau. J'en ai d'autres. Hein. Croire, c'est percevoir. Mais c'est pas parce que l'eau coule que l'eau mouille. Je vous laisse sur ça, méditez. Hein. Monsieur, un petit check-up rapide. Il est actuellement 5h du matin. On part pour la dernière étape du GR Nord. Direction Vitsavone. Let's go. Aujourd'hui, 15 km, 1000 mètres de dénivelé. On est chaud. Tour 8, je crois. Je crois que c'est vite. 8. Il a tout dit. Je vais juste tourner. Le conquérant qui a retrouvé la caméra que je tiens actuellement. C'est une expérience sociale, je vais le dire la vérité à Alexandre en direct live. Je voulais juste qu'il se rende compte à quel point il a de la chance d'avoir une GoPro déjà. Ouais. Et aussi voilà que Et le de- matériel, c'est que du matériel. Ça va bien se passer. Voilà, C'est du matos. du matos. On peut se blesser, ça peut être pire que ça. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'avais accroché ce dit caisse de GoPro Caisse de GoPro. ici, comme on le fait à chaque fois. Sauf que il y a un petit embout que vous voyez pas, qui est juste en dessous de la GoPro. C'est le pour mettre sur la tête. Voilà le support. Voilà. Et qui fait qu'on peut pas fermer en entier. Et cette jeune GoPro, cette malicieuse GoPro, j'aurais dit, a choisi de glisser de cette caisse sans que je m'en rende compte dans la descente. Dans une descente qui faisait Bien sur 3 bornes. 3 ça- bornes. À un moment donné, je me rends compte, elle est vide. Donc je dis à Alexandre, quoi Alex, la caisse est vide. Dans le but de vous exempter de cette histoire un peu longue mais tout à fait rocambolesque, on va la résumer. Après s'être rendu compte que la GoPro qu'il avait accrochée à la poitrine n'était plus dans son étui depuis 5 bonnes heures de marche, Rémi décida de faire chemin inverse afin de retrouver la GoPro disparue de son ami Alexandre. Question de principe. Un début d'orage, une bonne dose de remords et des kilomètres plus tard, Rémi ramena la relique à son ami
en lui glissant « Dieu est grand ». Nous profitons alors de notre premier bain dans la rivière de la Restonica, bien mérité. Puis, nous entamons le dernier bout qui nous sépare de Vidzavon. Quelques petits kilomètres, une affaire gagnée d'avance, me direz-vous. C'était sans compter un élément aussi noble que dévastateur. J'ai nommé l'eau, ou devrais-je dire, le déluge. Ah voilà, fini à Vidzavon, sous la pluie, finir en beauté. Ça c'est la randonnée les gars. Ça c'est la Ça vie, c'est la ça. vraie randonnée. C'était ça. On finit en apothéose. Enfin on finit. Le GR Nord. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Bon voilà. Et on les gâtés. Voilà. Regardez ce qui nous sépare là. Un ruisseau. J'ai cassé mon bâton. Bon. Ben voilà. Fini ce nord dans un état pitoyable. Mais on le finit. Et ça c'est le plus beau. Allez, on se retrouve à l'hôtel, hein, au sec. Dans de meilleures conditions. Si Dieu a choisi le 7e jour pour se reposer, nos transits, eux, ont préféré s'activer ce jour-là. Et oui, pour nous récompenser d'avoir franchi la partie nord, nous nous sommes octroyés une nuit dans un hôtel, avec un matelas, et surtout, avec un beau corse aux olives. Bien que délicieux, c'est un très mauvais choix stratégique de manger aussi gras, quand ça fait une semaine qu'on se substance avec des pâtes et du thon. Par conséquent, le but de la journée fut de survivre. Si peu de vidéos ont été tournées ce jour-là, celle-ci a au moins le mérite d'être claire. Il faut croire que nos dîners à base de pâtes au thon et nos nuits dans le confort de notre tente, c'est ce qui nous convient le mieux. Car ce matin, nous nous levons avec une énergie retrouvée, la patate des grands jours. Bon ben voilà, on est en pleine forêt, forêt du sud, tape jusqu'à Prat. On est sur un 19 km. C'est très agréable de marcher sur des pistes en terre parce que les cailloux on en a reçu. Voilà, c'est très agréable. Il y a un peu d'air, le temps est mitigé mais je pense que ça va se maintenir comme ça. C'était sans compter Éole, le dieu du vent, qui n'a pas voulu nous laisser dormir cette nuit-là. Il faut dire que le refuge de Prat, situé sur un plateau, ne nous a pas laissé d'autre choix que d'installer notre tente en plein sur un couloir de vent très fort. On se retrouve après une nuit très agitée. Mais la tente n'a fait que bouger. Moi j'ai dormi le dos éclaté. Je sens plus mon dos. Et il fait très froid, très venteux. Ouais, très venteux, ça s'arrête pas. Il est 4h du matin. On se dit qu'on va avancer un peu jusqu'à que le vent se calme et on prendra le petit déjeuner un peu plus tard. C'est l'aventure, c'est l'aventure. On est là. Allez, on vous tient au courant quand on arrive à Écroche. Gros bisous. Bisous, bisous. On est à l'étape 4.
Nous choisissons donc de battre le fer tant qu'il est chaud et d'affronter le vent dès 4 heures du matin. Après 3 heures de bonne montée, nous arrivons enfin sur la crête pour retrouver nos collègues les moutons. Pousse le chef, pousse. Puis profiter d'une vue imprenable sur le versant sud du GR. Allez le foot. Un Activité footballistique collective. petit proverbe, monsieur. À 7h du mat. Quand l'oiseau montre le bout de son bec, c'est que la tempête risque de tomber. Quand l'imbécile pointe la botte de foin, l'épingle n'a pas vendu la peau de l'ours. Putain, je sais pas si j'ai compris, mais Faut méditer, c'est- faut y c'est- penser plusieurs, ouais, plusieurs secondes, j'essaie de penser. radoter, Ouais. le voir de plusieurs points de vue, et peut-être vous allez voir la finalité. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Dieu merci, nous n'avons rencontré ni oiseaux, ni noix de coco, mais plutôt des paysages à couper le souffle. On va longer la crête, puis redescendre pour remonter. Sinon c'est pas drôle. Rémi il est là, concentré. Quand le berger regarde la montagne, c'est que le troupeau est en danger. Et ça monte, ça descend, ça fait que ça. Putain, Le GR20, un plaisir. un plaisir. On savait pas qu'on avait signé, nous. Et quand le randonneur trébuche, c'est que le vent n'est pas assez acéré. Trop agréable ce chemin là. Ça fait du bien de marcher sur du plat. Après avoir passé une arête un peu alpine, là on est enfin sur une bonne partie de plaisir. Il nous reste 7 km jusqu'aux bergeries d'Icroche. Changement de décor. Les plateaux du Couchon. Bel endroit pour pique-niquer. À 2 km du refuge. On a passé les bergeries de Brassette et Matalza. Si on peut vous donner un seul conseil pour ce GR, passez absolument par la bergerie de Icroach. Les gens ont le cœur sur la main, les lasagnes y sont délicieuses, et le terrain pour les tentes d'une platteur à faire pâlir une planche de surf. Et si vous vous demandiez pourquoi nous tournions tous les matins avant de partir, le nombre de tours représente simplement le nombre d'étapes. N'y cherchez pas un sens profond, il n'y en a pas. Pour cette dernière journée pluvieuse, nous faisons face à un dilemme cornélien. Soit nous restons sur la voie classique du GR, soit nous optons pour une variante alpine, nous faisant passer par les aiguilles de Babel. La seconde option étant la plus technique et surtout la plus dangereuse au vu des roches lisses et donc glissantes que nous devons franchir. Les guides que nous rencontrons nous déconseillent fortement d'y passer au vu des décès précédents. Mais les aiguilles de Bavela représentent un incontournable, donc nous profitons d'une accalmie pour prendre notre courage à deux mains. Bon, on est sur l'ascension de Bavel par la variante alpine. Finalement, on a décidé de le faire. Il pleut. On est là ou pas? Ouais, mais c'est peut-être notre dernière vidéo. On sera peut-être plus là. Donc bisous à la famille. Aiguille de Bavel. L'écureuil a du mal à ouvrir sa noisette. C'est que le chêne n'a pas encore donné tous ses glands. Je montre pas, mais le bâton il a planté à l'autre. Il est mort. Là, il saigne. Là. Et croyez-moi, on va pas lui donner nos compresses. Finalement, après Linquidin, le plus haut sommet de Corse du Sud, gravi ce matin, nous arrivons au pic de Bavel.
sans regret au vu du calme brumeux auquel nous faisons face. C'est ainsi que nous redescendons gaiement vers le dernier refuge inscrit sur notre plan, Palir. Bonjour. Non, j'ai failli la planter. Allez, arrivé au col de Bavel, juste avant le déluge, je sens. On est vraiment content d'avoir fait l'arrêt. C'était génial. Dernier petit de montée jusqu'à Palir. Après ces moultes aventures, un petit point faune et flore s'impose, pour rappeler ce que vous pouvez avoir la chance de rencontrer ou de voir sur le chemin du GR20. D'abord, commençons avec l'emblème des animaux corses, le mouflon, espèce endémique à l'île. Si on n'a pas été assez chanceux pour en croiser, sachez que les quelques 600 spécimens présents sur l'île déambulent autour du Monte Cinto et des aiguilles de Bavel. Vous multiplierez vos chances d'en voir si vous y allez dès que le soleil se lève ou au coucher. Mais attention, cette espèce est protégée. Se contenter de l'admirer est sûrement le plus beau respect que vous pouvez lui offrir. Vient ensuite le fameux cerf élaphe de Corse. Sachez que des cerfs de l'espèce Corsinus cervus elaphus corsanus ont été réintroduites en 1998 et aujourd'hui on n'en compte pas moins de 400 individus répartis entre les deux îles. Mais Jamy, où est-ce qu'on en voit? Eh bien, c'est dû principalement au nord, au centre et au sud de la Corse. Principalement dans les zones montagneuses, comme ceci. Et voilà, vous avez la map juste ici. En Corse et en Sardaigne. Eh ben Jamy, j'espère qu'on nous en enverra jusqu'à Palir. Et oui, à qui le dis-tu? Allez, Allez, c'est retour à la parti. régie. Tonton. Moi non plus, j'essaie de me rappeler. On retrouve aussi sur l'île des salamandres corses, mais aussi la plupart des mammifères terrestres européens. Chèvres et brebis corses, mulots, hérissons, lapins de Garenne, cheval, belette, renard, moutons et cochons corses. Et n'oublions pas l'inévitable sanglier qui peuple densément forêts et maquis, ainsi que l'âne corse, fidèle compagnon de l'humain, qui a rendu de grands services aux habitants de l'île. On retrouve aussi des oiseaux sédentaires ou migrateurs. Parmi eux, chouettes, milan royal, hibou, faucon, rouge-gorge, cigogne, flamant rose, oui, flamant rose, corneille, et on s'arrêtera là parce que la liste est très longue. On ajoutera seulement le goéland d'Audouin, qui ne se reproduit que sur le littoral corse. Côté flore, on retrouve des plantes protégées telles que l'immortel des frimas, le myosotis corse et le chrysanthème laineux. Mais aussi le fameux pin lariche, le myrte, le mûrier, le chêne, l'olivier, le figuier ainsi que l'eucalyptus. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses, je vous embrasse très fort. Dernière étape, demain, Palir Conques. Je suis dans la tente, j'attends Rémi, il est parti à la douche. Plein de souvenirs en tête. Il est un peu sous la pluie, mais ça fait du bien là de finir quand même. C'était
extra. On a rencontré des gens, plein de gens différents. Tous eu un objectif de pourquoi ils font le GR20. On finit là-dessus et ce sera la dernière fois accomplie l'attente. Chaque fois, ça fait bizarre. Demain, retour à la civilisation. Bon, les amis, c'est avec une vive émotion que je vous annonce le 11e jour de notre trip et la 16e étape qu'on va attaquer aujourd'hui vers Kong. Et dernière, je compte bien. C'est parti. Une. On revole. Là, je me laisse porter. Allez, c'est parti. À vous. Voilà. 6. Toujours la boxe, hein. Un boxeur celui-là. Volevo portare una notizia per far sapere che la vigilia stringere tu gamba. Volevo portare una notizia per far sapere che la vigilia stringere tu gamba. A noi ci preme poco di fare o d'essere ricchi come re. Allez, on est sur la dernière étape. Fin de parcours. Ami. Quand la mûre est mûre, peut-on dire que la fraise est fraise? Je trouve que tu manges beaucoup trop de mûres sur le GR20. Pas le sujet, mais c'est vrai. Donc on arrive à la fin, au bout, et envie de se doucher aussi. Volevo portare una notizia per far sapere che la vigilia stringere tu gamba. Et c'est ainsi que ces deux jeunes vagabonds arrivèrent sur le dit lieu, marquant la fin du GR20 à Kong. Non sans une dose de fierté d'avoir vécu cette aventure ensemble et d'avoir réalisé ce rêve d'enfant. Outre la beauté du parcours et sa richesse de paysages, le GR20 nous a offert une expérience unique, mêlant résilience et contemplation. Alors, si vous hésitez à faire le GR20, n'hésitez plus. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Le GR20, c'était un rêve de gosse. À deux, Et on l'a fait. et on l'a fait. À deux, on est arrivé à deux au même moment. C'est un signe. Et si vous avez un rêve, lâchez tout. N'y allez pas. C'est trop dur. Et le proverbe final? Quand deux jeunes Ajacciens réalisent le rêve, la fierté se lit sur leur visage. Tu peux tourner la caméra. Bon, j'ai pas dit la beauté, hein. C'est seulement. Mais la vérité, parce qu'on est bien éclaté. Volevo portare una notizia per far sapere che la vigilia stringere tu gamba. Volevo portare una notizia per far sapere che la vigilia stringere